Vous êtes invité à une fête. Tout le monde discute, rit, s'amuse. Mais vous restez en retrait, le cœur battant, hésitant à engager la conversation. Vous vous sentez observé, jugé, et une petite voix intérieure vous souffle de rester discret. Si cette situation vous parle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les racines de la timidité, comprendre son impact sur notre cerveau et notre psychologie, et surtout découvrir comment la surmonter pour s'épanouir pleinement. Vous êtes sur Neurosublimity, la chaîne pour une meilleure qualité de vie. Avant d'aller plus loin, posons d'abord les bases. C'est quoi exactement, la timidité? On l'emploie souvent pour décrire quelqu'un qui parle peu, qui n'ose pas trop s'exprimer ou qui semble mal à l'aise en société. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. D'ailleurs, on a tendance à mélanger la timidité avec d'autres notions comme l'introversion ou l'anxiété sociale. Pourtant, ce sont trois choses bien distinctes. L'introversion, par exemple, n'a rien à voir avec la peur du regard des autres. Une personne introvertie préfère simplement la solitude ou les interactions en petit comité parce que ça lui demande moins d'énergie. Elle peut très bien être à l'aise en public, mais elle ressentira le besoin de se retrouver seule après pour se ressourcer. La timidité, en revanche, c'est plutôt une gêne face au regard des autres, une peur du jugement social. Une personne timide pourrait aimer être entourée, mais se sentir bloquée au moment de prendre la parole ou d'aller vers les autres. Quant à l'anxiété sociale, c'est une forme plus intense et handicapante de la timidité. Là, il ne s'agit plus seulement d'un petit malaise, mais d'une véritable peur panique qui peut provoquer du stress, des sueurs, voire des blocages dans la vie quotidienne. Donc, si vous vous sentez parfois mal à l'aise en société mais que vous aimez quand même les interactions, c'est probablement de la timidité et non de l'introversion. Et si cette gêne vous empêche carrément d'agir, on est plus proche de l'anxiété sociale. Ce qui est intéressant, c'est que la timidité est quelque chose de très courant. On la retrouve dans toutes les cultures, tous les âges et toutes les époques. Et surtout, elle n'est pas figée. Elle peut évoluer avec le temps. Certaines personnes sont timides dans l'enfance et finissent par s'affirmer en grandissant, tandis que d'autres deviennent plus réservées à l'âge adulte. Tout dépend de plusieurs facteurs. L'éducation, l'environnement social, les expériences vécues. Par exemple, un enfant qui a grandi dans une famille où on l'a toujours encouragé à s'exprimer librement, aura sans doute moins de mal à prendre la parole en public qu'un enfant qui a souvent été critiqué ou moqué lorsqu'il s'exprimait. La culture joue aussi un rôle important. Dans certains pays, comme le Japon, la discrétion et la retenue sont perçues comme des qualités. Tandis que dans d'autres, comme les États-Unis, l'aisance sociale est beaucoup plus valorisée. Du coup, une même personne peut être perçue comme « timide » dans un contexte et totalement « normal » dans un autre. Bref, la timidité n'est pas une fatalité. Elle évolue, elle se façonne, et surtout, on peut apprendre à la gérer. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça change dans la vie de tous les jours? Eh bien, la timidité peut être un véritable frein dans plusieurs domaines. D'abord, dans les relations personnelles. Une personne timide peut avoir envie d'aller vers les autres, de se faire des amis, de parler à quelqu'un qui lui plaît. Mais se sentir paralysée à l'idée de faire le premier pas. Résultat, elle passe parfois à côté de belles rencontres, non pas par manque d'intérêt, mais par peur du rejet ou du jugement. Ensuite, il y a les difficultés à s'exprimer en public. Qui n'a jamais eu le trac avant de prendre la parole en classe ou en réunion? Pour les timides, cette peur est décuplée. Leur cœur s'emballe, leurs mains deviennent moites, et ils ont l'impression que tout le monde va les juger à la moindre hésitation. Enfin, la timidité peut aussi freiner la prise d'initiative. Par peur de se tromper ou d'être mal perçue, une personne timide hésitera souvent à proposer une idée, à donner son avis ou à sortir de sa zone de confort. Le problème, c'est que cela peut freiner l'évolution professionnelle ou même empêcher de vivre pleinement certaines expériences. Prenons un exemple que beaucoup d'entre nous ont déjà vécu. Vous êtes en classe ou en réunion,
et vous avez une question ou une remarque à faire. Vous sentez que ce que vous avez à dire est pertinent. Mais au moment où vous allez lever la main, une petite voix dans votre tête vous dit « Et si c'est une question bête? Et si les autres me jugent? Et si je rougis ou que ma voix tremble ?» Alors, vous hésitez, vous attendez, et finalement, quelqu'un d'autre pose la question à votre place. Et là, vous vous rendez compte que non seulement ce n'était pas idiot, mais qu'en plus, tout le monde trouve ça intéressant. Ça vous parle? Eh bien, c'est exactement ça, la timidité, une peur souvent irrationnelle qui nous empêche d'agir. Et le plus frustrant, c'est qu'on sait qu'on aurait pu le faire. Mais on n'a pas osé. Mais alors, d'où vient cette timidité? Est-ce qu'elle est innée, ou bien est-ce quelque chose que l'on développe avec le temps? On va voir ça tout de suite. Les mécanismes cérébraux et psychologiques de la timidité. Voyons d'abord les bases neuroscientifiques. 1. Le rôle de l'amygdale. Cette région du cerveau est associée à la peur et à l'anxiété. Chez les personnes timides, elle est souvent hyperactive, ce qui amplifie le stress dans les interactions sociales. 2. Le cortex préfrontal. Il joue un rôle dans le contrôle des émotions. Une meilleure régulation de ce dernier peut aider à surmonter la timidité. 3. La dopamine et les circuits de la récompense. La timidité est parfois liée à une plus faible sensibilité à la récompense sociale, ce qui pousse certains à éviter les interactions. Et maintenant examinons brièvement les schémas psychologiques de la timidité. 1. L'hypersensibilité au jugement. Les personnes timides surestiment l'attention que les autres leur portent, un phénomène connu sous le nom d'effet projecteur. Elles pensent que leurs moindres gestes et paroles sont scrutés alors qu'en réalité, les autres sont souvent préoccupés par leurs propres pensées. 2. L'auto-sabotage. La peur de l'échec ou du rejet empêche d'oser prendre des initiatives. Par exemple, avoir des pensées négatives récurrentes comme « je vais dire quelque chose de stupide » ou « ils vont se moquer de moi ». Cela crée une boucle d'évitement des interactions sociales et renforce la timidité. 3. L'apprentissage social. L'éducation et les expériences passées modèlent la timidité. Un enfant fréquemment critiqué ou surprotégé peut développer une peur du regard des autres. À l'inverse, des encouragements et des expériences positives renforcent la confiance en soi. Mais alors, est-ce une malédiction ou une opportunité cachée? Voyons comment la timidité peut aussi être un atout. On a souvent tendance à voir la timidité comme un frein, un défaut à corriger à tout prix. Pourtant, de nombreuses personnalités célèbres étaient ou sont toujours timides, et cela ne les a pas empêchés d'accomplir de grandes choses. Les personnes timides ont souvent une plus grande empathie. Leur tendance à observer avant d'agir leur permet de mieux comprendre les émotions des autres. Elles sont également plus réceptives aux signaux non-verbaux, ce qui leur donne un talent particulier pour décrypter les intentions et les sentiments de leur entourage. Gandhi par exemple, l'un des leaders les plus influents de l'histoire, était un homme extrêmement réservé dans sa jeunesse. Sa timidité ne l'a pas empêché de défendre ses idéaux avec force et détermination. Les personnes timides prennent souvent le temps d'analyser une situation avant d'y réagir. Contrairement aux extravertis, qui plongent immédiatement dans l'action, elles préfèrent observer et comprendre avant de s'exprimer. Cette prudence leur permet de prendre des décisions réfléchies, d'éviter les erreurs impulsives et de développer une pensée plus stratégique. Albert Einstein paraissait connu pour être très réservé. Il préférait la solitude et la réflexion, ce qui lui a permis d'élaborer certaines des théories les plus révolutionnaires de la physique. Beaucoup de figures influentes ont dû surmonter leur timidité et ont réussi à en faire une force. Steven Spielberg, l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, était un enfant extrêmement introverti. Il a utilisé le cinéma comme moyen d'expression, transformant son regard observateur en talent artistique. Emma Watson, l'actrice et militante féministe, a longtemps souffert d'une grande timidité, notamment après sa soudaine célébrité avec Harry Potter. Plutôt que de la laisser l'handicaper, elle l'a apprivoisée et est devenue une oratrice engagée et influente.
Bill Gates, fondateur de Microsoft, a toujours été un homme réservé. Plutôt que de chercher à devenir un grand orateur, il a misé sur son intelligence stratégique et sa capacité d'innovation. Les personnes timides doivent souvent faire face à leurs peurs et apprendre à se dépasser, ce qui les rend résilientes et persévérantes. En cherchant à surmonter leurs craintes, elles développent des stratégies d'adaptation efficaces, comme la préparation en amont, l'entraînement aux interactions sociales, et le développement de techniques de communication alternatives. Barack Obama, bien que timide, a pourtant appris à travailler son éloquence, son charisme et sa prestance, pour devenir un orateur hors pair et l'un des présidents les plus influents du XXIe siècle. Ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment fait-on pour surmonter sa timidité? Restez bien avec moi, on va voir ensemble des outils concrets et efficaces. 1. Reprogrammer son cerveau grâce à la neuroplasticité. Le cerveau est malléable et peut s'adapter à de nouveaux comportements. Exercice de visualisation. Imaginez des scénarios sociaux réussis pour réduire l'anxiété anticipatoire. 2. Technique d'exposition progressive. S'habituer à l'inconfort social en douceur, exemple, poser une question à un inconnu, participer à une discussion de groupe. Fixer des objectifs précis et réalisables pour renforcer la confiance en soi. 3. La puissance du langage corporel. Notre posture, notre regard et notre ton de voix influencent non seulement la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi la manière dont nous nous sentons intérieurement. 4. Le rôle des pensées automatiques. Nos pensées influencent directement nos émotions et nos comportements. Identifier ces petites voix intérieures qui nous disent « Je ne suis pas à la hauteur » ou « Les autres vont me juger » permet de les remplacer par des affirmations positives comme « J'ai le droit de m'exprimer » ou « Ma voix a de la valeur ». La pleine conscience aide à observer ses pensées sans s'y accrocher, réduisant ainsi l'anxiété et renforçant progressivement la confiance en soi. 5. L'importance des expériences sociales positives. S'entourer de personnes bienveillantes et créer un environnement qui favorise l'expression de soi. La technique du jeu d'acteur. Adopter une posture d'assurance même quand on ne se sent pas à l'aise. Alors, que retenir de tout cela? La timidité n'est ni une fatalité, ni un défaut. C'est un trait de personnalité qui peut être compris, apprivoisé et même transformé en force. Nous avons vu que derrière cette peur du regard des autres, il y a des mécanismes cérébraux et psychologiques bien précis, mais aussi des schémas de pensée qui peuvent être modifiés. Heureusement, il existe des outils concrets pour dépasser cette timidité, des exercices de visualisation, l'exposition progressive, l'importance du langage corporel et des pensées positives. Petit à petit, en appliquant ces méthodes, vous pourrez vous sentir plus à l'aise dans les interactions sociales et gagner en confiance. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle technique allez-vous essayer en premier? Dites-le moi en commentaire, et si cette vidéo vous a aidé, pensez à la liker et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. À très bientôt sur NeuroSublimity pour d'autres vidéos sur le bien-être et les neurosciences.